Gilbert, est-ce que tu te rappelles, quand on avait travaillé il y a presque 10 ans sur cette revue sur les guerres, on avait retrouvé, donc, des personnes nous avaient confié le journal d'un ancien policier de Villerue, Aimé Aubert, qui avait tenu jour après jour, j'allais dire, les événements de la libération à Villerue. Et il avait établi que le dimanche 10 septembre 1944, c'était le jour de la libération. Parce qu'il y a eu la fausse libération avant, quelques jours avant. Mais c'était là, finalement, à partir de cette date-là, que les premières colonnes américaines sont arrivées. Rentrés. Alors, ils sont rentrés une partie par Villerue et une partie par Thil. Oui. Hein? Ceux qu'on voit sur les photos, c'est Thil. Ils viennent de Thil. Oui. Ceux de Villerue, ils ont tout droit sur Esch. Ils ne se sont pas arrêtés. Voilà. Mais bon, 44, toute l'année 44, ah oui, mais 44, nous, on était des bandits, on savait tout. Hein. Oui. On savait tout, on avait même trouvé une caisse de munitions dans le bois, et on ne savait plus quoi faire, on a été voir le garde champêtre. Oui, parce qu'en fait, la partie où on est, la partie de Cambonne où on est, en fait le sud de la ville, il y a une grande partie des maisons qui n'existaient pas à ce moment-là, c'était tout un bois. Nous, il y avait la rue Clémenceau, la rue Pasteur, on appelait ça les vieilles cités, et le village. Oui, c'est ça. C'est tout. Toutes les maisons, il n'y avait rien. Tous les lotissements autour n'existaient pas. Et nous, pour aller au village, il y avait un no man's land, là, comme on dit. Hein, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait que de la culture. C'était que des jardins. Hein. Après, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de trucs. Donc les Américains arrivent, mais est-ce qu'avant, il y avait déjà des rumeurs ou des annonces? Enfin, parce que quand on lit le journal intime de ce monsieur-là, il parle de gens, enfin, il parle de l'occupation allemande. Les Allemands étaient au château d'Aubrive, c'était la commandanture. La commandanture. Et ils entendaient, en fait, Aimé Aubert entend les canons. Et il entend les canonnades. Oui, là, mais de toute façon, ça s'est préparé avant. Parce que moi, je sors de l'école et il y avait une petite compagnie ou une petite division, je ne sais pas comment ils appellent ça, comment c'est, près du presbytère à Conbonne. Et je suis passé là, il devait être midi, je retournais à la maison manger, et je voyais que par la fenêtre du haut, ils jetaient dans l'espèce de petite cour, parce que c'était pas fait comme ça, comme c'est maintenant, ils jetaient des papiers, des trucs de bureau. Donc les Allemands jetaient, se débarrassaient des choses. Voilà, et ils y avaient mis le feu. Et moi, je me souviens que j'étais là, je dis, qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de faire? Tu sais, quand t'es gosse, tu te poses des questions. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et je vois par terre une petite boîte rectangulaire, comme ça. C'était, tu vois, les petits trucs encreurs pour passer les tampons encreurs. Ah, je dis, la belle boîte. Oh là, je me suis brûlé. Elle était bouillante, c'était du feu. Ben oui, hein. Mais je l'ai prise quand même. Oui. J'ai dit, ah non, je me suis brûlé, mais je la prends. Donc tu avais déjà vu qu'ils se débarrassaient. Là, déjà, eux partaient. Ils liquidaient un peu les papiers. Voilà, eux partaient vers l'an 8. Oui. Parce que l'histoire, les Allemands, ils se sont coupés en deux, si tu veux. Parce qu'ils se sont dit, si on prend tous la même route, ça va faire un sacré bouchon. Donc ça n'ira pas. Alors, eux, Conbonne, ceux qui étaient à Conbonne sont partis vers l'an 8. Je me demande si c'est pas eux qui ont tué les 7 Abréens, là. Ah oui. Bon, enfin bref. Les jeunes gens. Et les autres sont partis vers Esch. Parce que bon, c'était là. Et quand les Américains sont rentrés, une partie est venue de Thil, parce qu'ils venaient de je ne sais pas de quel côté, mais au lieu de rentrer carrément sur Conbonne, mais ceux de Conbonne, d'abord ils étaient divisés en deux. Il y avait une partie qui est descendue sur Conbonne, en laissant rentrer d'abord les FFI, mais l'autre partie est passée par Hirtz. Oui. Et ils descendaient directement, ils ne se sont pas arrêtés, ils ne sont même pas arrêtés à Audin. Directement, ils couraient derrière, parce que les Allemands se sauvaient sur le Luxembourg et ils essayaient de les rattraper. Après, de là, je suis après. Mais le fait est que tu te rappelles quand on avait retrouvé ce journal-là, et on a eu énormément de mal, rappelle-toi, à trouver des photos. Ah oui. Parce que, en fait, la libération, où on voit les chars américains avec la fameuse étoile arriver, il n'y en a pas eu beaucoup. En arrivant à Krun, donc c'est plutôt vers le sud de la ville, les Américains arrivent et ils disent qu'il y a une colonne qui arrive. Alors, il y a des voitures légères, il y a des blindés. Et ils arrivent et ils disent, la colonne ne s'arrête pas, ils vont vers Audin, mais
les gens les acclament parce qu'il y avait eu cette rumeur qui s'était répandue. Mais c'était dans l'après-midi, ça. Hein. Oui, mais bon, d'abord, ils ont fait rentrer toujours, il y a toujours l'avant-garde qui démarre, hein, puis après la troupe, elle suit derrière. Oui. Bon, ils ne se jettent pas dans le feu, ils sont pas fous non plus. Hein. Oui. Puis voilà, bon, après tout le monde, comme par hasard, tous les drapeaux sont sortis, on se demande d'où ils sortaient même, parce que... les drapeaux français n'étaient plus et c'est la première rigueur. fois que j'ai vu un drapeau anglais. Je me disais, qu'est-ce que c'est ce drapeau? Moi, j'avais jamais vu. Hein. Oui. Je me rappelle, c'était une traction. Il y avait un mec qui était couché là, je ne sais pas comment il arrivait à tenir sur le pare-choc sur le côté. Le marchepied, là, l'espèce de marchepied. J'en sais rien. Puis à la peinture blanche, il y avait marqué peut-être FFI, je ne me rappelle plus. J'étais quand même assez jeune. Et puis, brum, ils sont descendus sur Villeroy. Et moi, j'ai vu ce drapeau-là. Ils avaient des drapeaux français, drapeaux américains, des petits trucs partout. Qu'est-ce que c'est ce drapeau? Bon, je connaissais le drapeau bleu-blanc-rouge, mais pas les autres. On avait travaillé aussi sur le camp de Thiel. Obligatoirement. Parce que tu ne peux pas enlever la libération de Villeroy avec le camp de Thiel. Le camp de Thiel, il y a eu un malheur, si tu veux, dans l'histoire, c'est que quand les Allemands ont abandonné le camp, je crois qu'en quelques jours, il n'y avait plus de baraquements. Tout le monde s'est précipité pour récupérer les planches, les trucs. Mais comme c'était les baraquements... Ça a été un petit peu dommage, parce qu'il y a... un petit peu dommage. Personne ne faisait la police à l'école, à l'époque, mais bon, si tu vois maintenant, il ne reste plus qu'un socle juste à l'entrée, où on voit encore que là, il y avait un bâtiment, mais c'est tout ce qui reste vraiment, parce qu'on n'a plus rien. Heureusement qu'il y en a un qui a eu l'idée de faire la maquette, pour situer un petit peu. Les choses, C'était un peu dur. Parce que ce sont les Américains qui ont libéré le camp de Thiel, en fait. Non, les Allemands se sont barrés avant, parce qu'ils les ont sentis venir et ils se sont sauvés. Ah d'accord. Ouais. Nous pouvons imaginer avec quel bonheur cette libération fut vécue par la population il y a 70 ans. Car il n'est pas exagéré de dire que notre ville a payé un lourd tribut lors de ce conflit. Les Allemands ont occupé Thiel le 13 mai 1940. Auparavant, dès novembre 1939 et jusqu'au 10 mai 1940, l'évacuation de la population, femmes et enfants de moins de 18 ans, avait eu lieu vers la Gironde et la Vienne. On peut comprendre la souffrance et l'inquiétude des familles, à 1000 km de chez elles, séparées et sans nouvelles. Ce fut une période très difficile pour les populations civiles qui a marqué profondément les uns et les autres. Cet exode a duré pendant plusieurs mois, avant un retour filé de novembre 1940 à mars 1941 pour la plupart. Pour travailler sur les machines-outils utilisées pour fabriquer les pièces de V1, les nazis font construire un camp de concentration, commando numéro 22 du Struthof, pour y accueillir des déportés. Le camp reçoit 800 déportés venant directement du Struthof et d'Auschwitz. Les coups, la faim, les brimades, le travail forcé et la mort deviendront le quotidien de ces femmes et de ces hommes arrivés de partout pour satisfaire au grand projet d'Hitler. Les alertes aériennes furent nombreuses durant toute cette période, plongeant la population civile dans l'angoisse permanente. L'avance éclair des armées alliées a heureusement empêché l'aboutissement de ce diabolique projet, mais au regard de l'accumulation des moyens mis en œuvre par les nazis et la rapidité des travaux de construction et d'aménagement de cette usine d'armement, cela prouve à quel point le péril était grand et imminent. Le 14 août, l'usine devait être raccordée à la gare de Villerue. Le 18 août, l'état-major à Londres recevait les plans de cette usine. Le bombardement fut alors jugé inutile par les Alliés, les troupes de libération avançant aux portes de Thiel. Les Allemands étaient vaincus et ne pourraient utiliser les V1 pour bombarder Paris. Notre ville ne peut oublier son passé, marqué par l'existence du seul camp de concentration en territoire non annexé, reconnu comme tel au procès de Nuremberg en 1949, et doit reconnaître la valeur de l'engagement de toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la mémoire de ce lieu. Les bâtisseurs de cette crypte qui fut inaugurée en 1946, M. Marinelli, dont le travail de conception de la maquette et les peintures sont un témoignage capital au sein de ce mémorial.
Les municipalités et les associations patriotiques qui ont toujours été présentes pour la conservation et la mémoire de ce lieu de souffrance. Reconnaître aussi tous les résistants qui ont risqué leur vie pour notre liberté, les combattants des forces alliées pour lesquels des hommages importants ont été rendus en cette année de la célébration du 60e anniversaire. Reconnaître aussi les jeunes martyrs de la résistance tilloise, fusillés à Bréhat et à Sénon. Je veux citer Félicity Louis, 17 ans, Galéasi Marino, 18 ans, Ninassi Bruno, 18 ans, Pellissioni Jean, 15 ans, Pellissioni Louis, 18 ans, Rubaud Jean-Yvon, 16 ans, Panetti Henri, 20 ans, Robert Jacques, 18 ans, d'origine girondine, dont le corps fut translaté en Gironde. Les autres reposent ensemble dans la tombe des fusillés de l'ancien cimetière et un hommage leur a été rendu hier au mémorial dédié à Bréhat. Je crois que de la manière que ça a amené, attendez voir, parce que nous on est plus près de Metz que Villeroy est plus près de Metz que Longwy. Oui. Donc comme Metz, je crois, a été libéré avant, si je ne me trompe pas, je me souviens même plus. Oui, s'il venait du sud. Il venait de par là. Donc je pense que Villeroy a été libéré avant Longwy, je crois, à quelques jours près. Oui, parce que toutes les communes du secteur, du PIO, en général commémorent cet anniversaire en septembre. Tous en septembre, mais avec des jours à quelques jours de décalage, mais ça reste le mois de septembre, 44. Plutôt les gens d'ici qui sont partis vers Esch, par exemple, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas. Tout le monde faisait Luxembourg, d'accord, mais bon. Oui, on était à côté, mais on n'y allait pas. Comme la douane était juste à Villeroy, là, au carrefour Schneider. Bon, on avait, tu sais, pour aller à la piscine à l'époque, moi je me souviens, bon, il fallait la carte, hein, malgré qu'on travaillait à Micheville et que la piscine appartenait à Micheville, on avait une carte avec la photo, puis le Stempel programmé. En fait, la route qui va, la rue Carnot qui descend, en fait, la route qui va sur Odentisch et le Luxembourg, il y avait cette fameuse barrière qui d'ailleurs, rappelle-toi, on avait trouvé des photos qui, après la guerre, il y avait encore la présence de cette barrière, et les gens devaient passer cette barrière pour aller ne serait-ce qu'à l'usine ou à la fameuse, aujourd'hui salle Jean Moulin. C'est ça la piscine de Micheville. Et c'était Odin et c'était déjà un autre territoire. Der Respekt gilt aber auch denen viele Lützeburger, die während denen mehr wie 4 Jahre Krieg an einer Erdrückung durch das Nazi-Regime gelitten wurden. Tausende von ihnen sind aufgrund vom Dekret vom Gauleiter Gustav Simon vom 30. August 1942 gezwungen gehen nach Russland und der Ostfront als zwangsrekrutiert an der Nazi-Uniform zu kämpfen. Und ihnen sind eine ganze Reihe nie mehr an Themisch zurückgekommen. Bis weit an 1945 heran als Kriegsgefangenen zu Tambov in unmenschliche Bedingungen auf die Liberation geworden. Eine, die waren monatelang verstoppt, weil sich der Militärdienst entzogen. Immer an der Angst für die SS entdeckt zu gehen, was in den meisten Fällen den sicheren Tod für sie und darüber hinaus schreckliche Konsequenzen für ihre Familie bedeutet hat. Ganz Lützeburger Familien sind an Deutschland umgesiedelt gehen, sind am KZ oder Prison gepengelt gehen. Eine ganze Reihe von Lützeburger haben als Passeur, als Resistenzler oder bei der Alliierten Armee für die Liberation von Lützeburg gekämpft. Ihrem Courage, ihrem Einsatz, ihrem Willen nicht abzugehen, haben wir zu verdanken, dass Lützeburg bei 70 Jahren ein freies Land ist.
reviens sur anecdote parce qu'on en parlait aussi avant de tourner. Vous expliquez qu'il n'y a pas eu tant de combats que ça par ici. Malgré tout, moi j'ai eu des photos, comme je vous le disais, d'un soldat américain qui a photographié un bombardier qui s'est écrasé. Oui. Ce qui est fou, c'est que vous, vous l'avez vécu. Moi, je me souviens de ça. Ça, c'était un petit peu avant la libération. Voilà. Racontez-nous un petit peu. Alors. Moi, l'avion, je ne l'ai pas vu. Parce que... Puis mon père, il m'a rangé si j'avais... Enfin bref. Mais par rapport à un ami, un copain qui habitait à côté, qui était beaucoup plus vieux que moi, mais lui c'était un tout fou, quoi. Un casse-cou. Un casse-cou. Et il a été récupérer le parachute, parce que si j'ai bien compris, s'il y avait un parachute accroché, c'est qu'il y en a un qui a essayé de sauter avant. Est-ce qu'il a été pris? Alors là, j'en sais rien. Mois de décembre, libération en septembre, il y a quoi, 1 heure, 1 heure et quart de route. Vous avez expliqué les troupes américaines sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une concentration des troupes allemandes en Belgique qui a fait que ça a bloqué d'un coup en décembre ou... À Bastogne. Oui, voilà. Et comment vous l'expliquez justement que ça s'était si vite ici et bloqué à 1 heure Il s'est trouvé qu'il y avait ça tombait en plein hiver, quoi. On allait juste sur l'hiver 44, quoi. Et il y avait de la neige. Et il y avait un problème, c'est que les Allemands avaient ressorti un nouveau char qui était beaucoup plus costaud que les autres, et ils ont voulu l'essayer. Et ils se sont mis là. Et les gens qui étaient, tous les Américains qui étaient bloqués dans Bastogne, ils ne pouvaient plus sortir. Parce que le ciel était tellement couvert qu'on ne pouvait même plus les alimenter en munitions, en nourriture et tout le bazar. C'est pour ça que ça a frôlé vraiment la catastrophe.